bonjour à toutes et à tous. Je me présente, moi je suis Emmanuel Dunosian, je suis salarié du groupe Latecware et j'étais mis à disposition du pôle Aerospace Valley donc depuis 2 ans maintenant, au sein du service développement et innovation des PME et ETI sur les domaines matériaux et procédés. Et je fais partie des animateurs de l'écosystème d'excellence SMT. Alors aujourd'hui, on fait un café techno. Alors pour ceux qui en connaissent pas trop le principe, c'est l'occasion de se retrouver régulièrement entre membres dans un cadre un peu informel et en vous proposant sous un format digital, donc de prendre connaissance et d'enrichir un peu son expertise d'innovation et sur des produits ou des procédés techniques sur l'un des cinq thématiques de nos écosystèmes. Alors, je vais tout d'abord remercier Jennifer Deo, là, du service communication événementiel, là, qui m'assiste pour que ce café techno se déroule correctement. Et donc, aujourd'hui, on a un café techno un peu particulier parce qu'on va avoir 4 sociétés intervenantes. Donc, la Techware et ses partenaires Composite Adour, l'Institut de Soudure et Corimatech. Donc, ils vont vous présenter leurs activités dans le cadre du projet européen El Cocos, qui a été proposé par Airbus Defence and Space en tant que topic manager et qui a fait l'objet d'un financement de Clean Sky 2. Donc, depuis plusieurs années, on entend que la transition écologique elle constitue l'un des principaux défis et priorités du secteur de l'aviation. Et le projet El Cocos a pour objectif de développer, de fabriquer et tester au sol une porte composite monobloc qui a été obtenue par des procédés autoclaves permettant de réduire la masse et les coûts de production. Et l'empreinte écologique est aussi réduite par réduction des consommations énergétiques, des consommables, avec un outillage notamment auto-chauffant et un système de bâches et de vesties en silicone réutilisable. Alors, pour vous expliquer tout ça, on va avoir différents intervenants. Donc, côté Latecware, on va avoir Philippe Gay, qui est responsable technique du programme, et Jean-Michel Borloo, l'expert matériaux composites R&T Innovation. Chez Corimatech, ce sera Olivier Billette, le directeur du site de Toulouse. À l'Institut de Soudure, nous aurons Jérôme Rénal, le directeur aéronautique et composite. Et pour Composite Adour, Cyril Sizy, qui est ingénieur composite. Donc avant de leur laisser la parole, juste 2 mots sur le mode opératoire. Tous vos micros, les caméras sont coupées. Vos questions, vous pouvez les poser sur l'onglet, le menu à droite, vous devez avoir un point d'interrogation. Vous écrivez vos questions et moi je les retranscrirai en fin de webinaire à nos intervenants. Donc n'hésitez pas à l'utiliser même pendant tout le long de la présentation. Les slides de la présentation seront disponibles sur la plateforme Connect collaborative du pôle Aerospace Valley de la communauté SMT. Et je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais laisser la parole à Philippe et Jean-Michel de la Techware qui vont commencer par vous présenter un peu l'origine de tout ça. Et je vous souhaite une bonne conférence. À tout à l'heure. Ouais, merci Emmanuel pour cette introduction. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Jean-Michel Borloo, expert matériaux composites à l'innovation chez la Techware. Donc, on va vous présenter un petit résumé, une petite synthèse donc, du projet El Cocos. Et on va commencer tout d'abord par une petite mise en situation, un petit rappel du contexte dans lequel ce projet a été lancé. Donc, Emmanuel l'a dit dans son introduction. Donc, la principale motivation des derniers projets R&T au niveau français et européen, c'est essayer d'améliorer un peu l'impact écologique et environnemental de l'aviation. Donc, c'est que c'est un sujet qui est récurrent là ces derniers mois et ces dernières années. Donc, c'était un sujet qui était déjà un peu étudié auparavant. Indirectement, on va dire, parce que c'était plus pour des raisons économiques et de mise de coûts d'exploitation des avions. Donc au départ, on essayait de réduire un peu la consommation de carburant pour des raisons économiques, pour que le prix d'exploitation de l'avion soit le plus bas possible. Et on a basculé sur ce mode environnemental il y a quelques années de cela. Mais voilà. Donc l'impact principal à notre niveau en tant que structurier, donc fabricant de pièces, fabricant de structures, assembleur de structures, et après un autre niveau pour les avionneurs, là, le principal objectif c'était de réduire la masse de l'aéronef.
Alors pourquoi réduire la masse? Parce que c'est le point principal, voire le plus gros impactant là sur la consommation de carburant. Il y a un gros impact aussi au niveau des moteurs, mais c'est vraiment du domaine des motoristes. Là-dessus, on n'a pas beaucoup d'impact sur la consommation carburant des réacteurs. Par contre, au niveau structure, là, on a un gros rôle à jouer en essayant de produire des pièces et des structures les plus légères possibles, de manière à justement nécessiter le moins de carburant possible pour monter l'avion à son altitude de croisière et pour le garder tout au long du vol à cette altitude. Donc, comment faire pour gagner en masse? Essentiellement en utilisant des matériaux composites qui permettent justement d'avoir des pièces qui répondent aux besoins mécaniques, qui répondent aux besoins aussi de longévité tout au long de la vie de l'avion, tout en pouvant jouer sur la masse et pouvoir gagner pas mal de masse. Alors c'est quelque chose qui est arrivé assez tardivement, on va dire, sur l'aviation civile. C'est arrivé au niveau de la 380. On a été à peu près dans la gamme des 10% de part de matériaux composites en masse sur le poids total de l'avion, jusqu'au 330, jusqu'au 340, jusqu'au 777 chez Boeing également. Et il y a eu un gros déclencheur sur le 380 dans les années, le programme avait démarré à la fin des années 90, début des années 2000, avec une mise en service en 2007. Donc c'est à cette époque-là que vraiment on est sorti de cette plage des 10% d'utilisation des matériaux composites et on a été titiller les 25%. Et cet élan, voilà, cette inflexion dans la courbe d'utilisation des matériaux composites a été poursuivi un peu plus tard sur le 787 chez Boeing et sur la 350 chez Airbus pour aller justement atteindre les 50% en masse, ce qui fait quand même une part non négligeable de la masse de l'avion. Donc, un petit point cependant qu'il faut noter, c'est que voilà, l'utilisation des matériaux composites, ça nécessitait quand même des besoins en outillage et en moyens de production qui sont conséquents. Le 787 et le 350, c'était essentiellement du thermodur, qui demande une cuisson en autoclave. Donc quand on vise des panneaux fuselage, voire des tronçons complets comme pour le Boeing, ça demande des autoclaves qui ont un volume très très important et donc qui ont des coûts d'exploitation assez conséquents. Sur les portes d'avion comme les produisent la Techware, on est sur des volumes un petit peu plus bas, donc on peut utiliser des moyens un peu plus réduits, mais ça a quand même un gros impact sur le prix du produit. Alors, on peut passer à la planche suivante. Donc en ce qui nous concerne, là, sur le projet Alcocos, nous étions pilotés par les entités européennes, donc par du Clean Sky 2. Clean Sky 2 qui est un programme de développement, de projet de recherche de niveau européen, qui a pour objectif d'améliorer un peu tout ce qui est impact environnemental de l'aéronautique. Et qui se base sur des directives, ou au moins des lignes directrices énoncées par l'ACAR, qui est un conseil européen, et qui donnait, par exemple, pour les objectifs 2020, des réductions en émissions de CO2, en oxyde d'azote, en consommation de fuel, avec les pourcentages qui sont affichés sur la diapositive. Là, je vous laisse les lire. Bien sûr, des améliorations au niveau aérodynamique, bien sûr des améliorations au niveau efficacité des réacteurs, que ce soit en consommation de carburant comme en réduction de bruit, mais également des objectifs de réduction de coûts sur tout ce qui est développement et mise en production. C'est là où on va aller impacter un peu les procédés de fabrication. Juste une petite remarque sur les rejets de CO2 et d'oxyde d'azote là qui était affiché à moins 50% et moins 80% pour les objectifs 2020. À savoir aussi que l'ACAR préconise aussi de réduire, d'augmenter encore plus ces réductions de rejets en allant chercher les moins 75% sur les rejets de CO2 et les moins 90% sur les oxydes d'azote. Donc c'est là où vraiment on a un gros impact sur la masse, sur les réacteurs, sur tous ces points de travail. Donc comment faire à notre niveau là pour réduire cette consommation de carburant? Comment faire pour réduire cette masse d'avions? Comment faire pour être plus efficace en production? Donc on a plusieurs moyens. Ce qu'on a visé, c'était alors
réduire la masse pour le premier point, pour réduire la consommation de fuel. Donc utiliser les matériaux composites à bon escient, c'est-à-dire ne pas en mettre plus qu'il n'en faut, et essayer d'optimiser un peu la masse de composite aux justes besoins mécaniques. Réduire aussi au niveau manufacturing, au niveau production, fabrication, réduire tout ce qui est consommation d'énergie. Donc éviter d'utiliser des moyens autoclaves, passer sur des moyens hors autoclave, et réduire aussi l'empreinte environnementale de ces moyens de production. La production des matériaux composites telle qu'elle est faite actuellement en série produit pas mal de déchets. On a plein de matériaux d'environnement, des bâches à vide, des découpes de pièces quand on fait le détourage pour avoir les dimensions finales, tous ces petits points là qui sont des points d'amélioration aussi pour avoir beaucoup moins de déchets et donc être plus respectueux des consignes environnementales. On peut passer à la planche suivante. Donc, qu'est-ce qui est fait actuellement? Je parlais un peu des produits série actuellement. Si on se base sur la production de portes telle qu'elle est faite sur le Boeing 787 chez la TECOR ou par exemple sur les portes A350 chez Airbus, c'est essentiellement des assemblages de pièces thermodures, donc pré-imprégnées essentiellement. Sur la porte A350, c'est un peu différent. Ils ont une échelle qui est en RTM déjà, qui a un petit niveau d'amélioration. Donc c'est des pièces thermodures qui sont assemblées beaucoup avec des fixations mécaniques, parfois co-cuites, assemblées par collage secondaire essentiellement. Mais beaucoup de fixations mécaniques quand même pour soit faire la liaison structurale, soit faire quand même des liaisons, on va dire, imposées par la certification des structures aéronautiques composites, ancienne génération si on peut dire. Donc quelques améliorations ont été faites avec des procédés RTM. Dernièrement, il y a eu pas mal de sujets de recherche qui utilisaient des moyens d'infusion également. Pourquoi? Juste pour économiser un peu du coût. Le RTM fonctionne très bien, mais ça demande quand même des outillages assez volumineux et aussi des moyens de mise sous presse et d'injection qui peuvent être assez conséquents dès que les pièces atteignent un certain volume. Mais il y a quand même une tendance à travailler sur des procédés hors autoclave. Vous verrez souvent apparaître le petit acronyme OOA pour Out of Autoclave. Voilà, c'est ce qui résume un peu tous les procédés qui ne sont pas des procédés de cuisson en autoclave, donc sous pression, et qui demandent des moyens de mise en production assez conséquents. Donc l'infusion est un peu une alternative du RTM qui permet de gagner un peu sur les coûts de mise en production et de consommation énergétique aussi. On peut passer à la planche suivante. Donc voilà. Donc le projet El Cocos avait pour ambition de faire de fabriquer une porte à un meilleur coût, on va dire. On l'avait mis à bas coût dans le titre du projet, mais c'est au moins viser du meilleur coût. Et si possible, de faire une structure composite qui soit intégrée. Alors par intégrée, c'est-à-dire qui permet d'avoir la structure sans avoir à faire l'assemblage de pièces de dimensions plus réduites. Donc, ce qui permet de se passer de pose de fixation. Donc c'est un projet qui était supporté par Clean Sky 2 exactement, qui a démarré au printemps 2019 et qui s'est terminé cet été, donc à une durée de 27 mois et pour un budget global d'environ 1,3 million. Le topic manager était Airbus Defence and Space et dans le consortium, donc comme a présenté Emmanuel au départ, la TECOR, Composite Adour, Institut de soudure, Corima Technologies à l'époque, qui est Corima Tech maintenant. Et voilà, répartis sur les différents cœurs de métier, on va dire, tout ce qui est design, analyse, assemblage final du démonstrateur, essai et validation mené par la TECOR, Composite Adour, donc qui s'est occupé de tout ce qui était drapage, Institut de soudure pour toute la partie infusion, et Corimatech pour tout ce qui est outillage et outillage de drapage et outillage de cuisson. Planche suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a cherché à faire plus exactement dans El Cocos? Essayer d'aller un petit peu plus loin que ce qui se fait actuellement en série. Donc, déjà, faire la définition d'un produit, le design et le dimensionnement d'un produit intégré, histoire d'optimiser un petit peu l'utilisation des composites, que ce soit en volume, mais que ce soit aussi en efficacité.
pour fabriquer cette bassine, optimiser les moyens de dépose automatique. C'est des choses qui se font assez facilement sur des pièces de grande dimension, où on a quand même de l'espace et assez de volume pour utiliser des moyens automatisés. Une porte d'avion, celle que l'on vise là dans les cocos, ça mesure 90 cm sur 50 cm, donc c'est quand même une pièce qui est assez petite. Les moyens de production ne sont pas forcément très adaptés pour fabriquer des pièces de cette taille, ou tout du moins ne sont pas utilisés régulièrement pour des pièces de ces dimensions-là, et surtout pas de la complexité telle que nous l'avons conçue. Utiliser des moyens de formage à chaud, justement pour optimiser la production par dépose automatique, et pouvoir justement obtenir les formes complexes que l'on cherchait à faire, mais que la machine automatique ne permettait pas d'avoir directement. Qui dit forme complexe pour l'infusion, on dit quand même un petit challenge pour que la résine puisse se propager à tous les endroits où il faut imprégner la fibre de carbone et avoir une bonne imprégnation pour avoir justement la bonne tenue mécanique. Et au niveau des outillages de cuisson, essayer d'économiser le plus possible d'énergie, ne pas gaspiller l'énergie à chauffer de l'azote ou à chauffer de l'air pour rien, et avoir un outillage auto-chauffant au juste besoin, au plus près de la matière, à des coûts industriels qui soient très compétitifs par rapport à une solution RTM. Et dernier point, justement pour améliorer encore l'impact environnemental de la fabrication, essayer d'avoir beaucoup moins de déchets, et donc d'utiliser des bâches à vide qui soient réutilisables, donc essentiellement des bâches silicone, voilà, qu'on puisse utiliser pour plusieurs productions en tout cas, et ne pas avoir à les jeter à chaque pièce. C'est la planche suivante. Voilà, donc la porte objective, telle que donnée par Airbus Defence and Space, c'est la porte avant du C295. Donc c'est cette petite porte, 90 cm sur 50 cm. Et les objectifs que l'on s'était fixés sur El Cocos, voilà, c'est ceux qui sont annoncés juste en dessous de l'image. 20% de gain de masse pour la solution composite en comparaison de la solution existante métallique sur l'avion. En coût récurrent, 20% également de gain. Et en coût d'industrialisation, 20%. Et surtout 40% de gain par rapport à une solution RTM. La solution RTM est très intéressante. Par contre, comme je l'ai dit précédemment, ça demande des investissements au niveau outillage et moyens de production assez conséquents. L'objectif était de démontrer que l'infusion était beaucoup plus intéressante que le RTM à niveau mécanique équivalent, ou au moins au niveau requis pour l'utilisation de la porte. Voilà pour le contexte du projet. Je vais passer la main à Philippe pour quelques explications sur le produit et sur la technique. Sur la planche suivante. Merci Jean-Michel. Bonjour à tous, donc Philippe Gaille. Je vais vous parler pour ma part des activités engineering sur le projet Elcocos. Donc le concept Elcocos consiste en l'élaboration d'une structure composite monobloc de portes par intégration de plusieurs préformes. Alors comme le disait Jean-Michel, cette solution nous permet de nous affranchir de toutes les problématiques liées aux assemblages avec des fixations. Donc on a une préforme principale en forme de bassine qui est drapée en automatique sur un moule mâle et constitue donc le panneau et le cadre de bordure. Donc cette préforme est vraiment l'originalité du design pour notre solution de porte. Puis dans la bassine sont intégrées des préformes pour les raidisseurs internes avec des têtes de clous qui viennent donc combler les espaces laissés libres entre les préformes. Donc l'ensemble de ces préformes ont été conçus en tenant compte des contraintes design et calcul, des contraintes de fabrication sur le drapage, la mise en forme, l'infusion, ainsi que des contraintes de l'outilleur pour la conception et la fabrication des outillages. Donc planche suivante.
Donc la conception des préformes et de la structure composite monobloc a été réalisée en prenant en compte les exigences donc identifiées et validées avec Airbus Defence and Space. Donc des exigences de performance sur la tenue mécanique, des exigences sur les résistances de la porte à la corrosion galvanique et contre la foudre, et les objectifs du projet avec un gain de masse donc de 20% par rapport à notre référence qui est la structure de porte métallique du C295, ainsi que des gains de coûts récurrents et non récurrents. Donc, planche suivante. Alors, l'image de droite illustre le drapage automatique de la bassine sur le moule mâle. Donc, il faut noter qu'un effort particulier s'est porté sur l'optimisation de l'empilement des plis. Donc, des plis à 0 degré, plus ou moins 45 degrés et 90 degrés. Donc, sur toutes les préformes pour obtenir des empilements symétriques dans toutes les zones de la porte. Et ce, afin de réduire donc les risques de springback après démoulage de la pièce infusée et pour répondre donc à l'objectif de gain de masse de 20% qui était quand même relativement ambitieux sur ce projet. Donc les matériaux sélectionnés pour la réalisation de la porte sont des matériaux qualifiés et déjà utilisés pour des applications industrielles. Donc on trouve la fibre ITAP IMA et la résine RTM6, de la mousse rigide pour l'élaboration des têtes de clous, dont le matériau présente l'avantage d'être facilement usinable pour obtenir la géométrie souhaitée, et les matériaux de protection contre la foudre et contre la corrosion galvanique avec le bronze mèche et la fibre de verre. Planche suivante. Donc la porte sur l'image de gauche représente la géométrie de la structure de porte composite après infusion et démoulage. Donc pour obtenir la géométrie finale de la structure composite, qui est donc la porte de droite, on a réalisé donc un détourage par usinage, détourage donc sur les talons de cadre et des poutres, ainsi qu'un détourage sur le panneau pour réaliser les trous du blot et le trou de la poignée. Et donc c'est sur cette structure détourée que toutes les pièces métalliques sont assemblées, donc avec les butées de porte, les systèmes et mécanismes, pour aboutir donc à la configuration de porte prête à être installée sur l'avion. Donc là, je laisse la parole à Jean-Michel. Une petite planche pour expliquer un peu le déroulé des opérations qui a été suivies sur El Cocos voilà, parce qu'on n'a pas été infusé la porte directement, hein, c'était beaucoup trop complexe. On y a été progressivement suivant un procédé de type pyramide. Donc avec un niveau bas sur des petites pièces de type panneau, donc qui nous ont permis déjà de tester comment se déroulait le drapage, comment se déroulait l'infusion en faisant des mesures de perméabilité pour les différentes épaisseurs qui étaient utilisées dans la porte. Aussi de commencer à valider les outillages de chauffe, de drapage et de chauffe. Un niveau supérieur avec des pièces qui ont commencé à être mises en forme, en formage à chaud, donc après drapage, toujours pareil avec une validation de l'infusion sur ces petits profilés qui commençaient déjà à monter en complexité, qui n'était pas la complexité finale mais à une complexité intermédiaire, une validation des outillages également pour arriver au dernier niveau, hein, le niveau démonstrateur qui est le niveau de la porte telle qu'elle est dessinée pour être montée sur avion. Où là, voilà, il se passe quelques essais
à la géométrie finale et d'infusion. Plusieurs portes ont été drapées et infusées et cuites, et chacune permettant de faire les derniers réglages, les derniers peaufinages des paramètres procédés pour avoir le produit au niveau de qualité requis. Je vais passer la main à Cyril maintenant pour toute la partie drapage automatique. Donc bonjour, Cyril Titi de Composite Adour. Moi, je vais vous parler des moyens mis en place pour réaliser le drapage automatisé ainsi que le formage à chaud pour réaliser ce projet. Donc tout d'abord, je vais commencer par la partie drapage, donc avec des machines AFP de chez Coriolis. Donc on a utilisé deux moyens de drapage. Le moyen que vous pouvez voir sur l'image du haut à gauche, qui est notre cellule C1, toujours de chez Coriolis, donc qui est une machine 16 fibres. Alors dans ce projet, nous, on s'est limité à 8 fibres parce qu'on a voulu en fait choisir pour faire les raidisseurs, en fait, on drapait des plaques, donc on aurait pu choisir le moyen en 16 fibres. Pour faire la bassine, qui était un drapage en forme complexe, on a choisi de se limiter à 8 fibres pour augmenter la qualité de la pièce. Donc du coup, tout a été réalisé en 8 fibres. Et sur la gauche, donc vous pouvez voir la cellule C Solo. Alors c'est pas celle qui est chez nous, c'est une cellule, celle-là, l'image, c'est une image de chez Coriolis. Donc c'est une cellule, c'est un robot AFP aussi, mais une fibre. Et cette fois-ci, la bobine est directement montée sur la tête du robot, tandis que sur le robot C-fibre, on peut voir le cantre sur la droite de l'image, où les 16 bobines sont directement montées ici. Et donc du coup, on utilise ces deux robots, et le moyen de chauffe pour ces deux robots a été un système laser, de chauffe par laser. Du coup, les avantages d'un drapage automatisé, donc AFP, sont du coup de garantir une très grande vitesse de drapage par rapport à du drapage manuel. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, nous, vu qu'on a drapé avec 8 fibres, donc on drape simultanément une bande de 50 mm de large à des vitesses pour les formes plates de l'ordre de grandeur, c'est entre 600 et 1000 mm/s. Et pour les formes complexes pour la bassine, on était de l'ordre de 10 à 20 fois plus faible. Cette technologie permet de limiter le gaspillage de la matière première parce que chaque mèche est équipée d'un couteau. Donc du coup, en fait, ce qui permet de découper de manière précise chaque mèche indépendamment les unes des autres et donc de suivre au mieux le contour. Donc ça, c'est l'image que vous pouvez voir en bas. Donc c'est une coupe droite. Donc cette coupe droite génère des zones du coup sans fibre et c'est des choses qui sont à prendre en compte. Donc ça fait partie des limitations. Quand on dessine des contours de plis, il faut prendre en compte après dans le dimensionnement de la pièce qu'il y aura des zones avec des triangles et des zones sans fibre. Donc cette technologie permet une très grande précision et une très grande répétabilité du drapage. Et du coup, la programmation a été réalisée en interne chez nous par Romain Baylac sous CAD-Fiber. Donc cette programmation nous a permis déjà de faire une simulation du drapage et déjà de limiter les défauts éventuels, parce qu'on a fait une analyse du drapage. Et pour vous donner une ordre d'idée, donc on a drapé en 8 mèches sur les parties plates et pour les zones complexes, par exemple les coins de la bassine, on a drapé entre 2 et 8 mèches. Et donc les limitations aussi sur cette technologie, donc c'est que ces robots ont une tête assez encombrante. Donc la bassine a été drapée sur une forme mâle, donc on n'a pas vraiment eu de souci d'encombrement. Mais par contre, c'est assez compliqué de draper des formes femelles parce qu'il y a le laser et puis la tête de robot qui est très encombrante et donc du coup, on peut vite avoir des collisions avec le robot. Donc on va pouvoir passer à la slide suivante. Donc là, je vais rentrer plus en détail sur la simulation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la programmation a été réalisée sur CAD-Fiber. Donc, en fait, on programme une courbe guide par trajectoire robot. Donc, c'est-à-dire que si on veut limiter les défauts, il faut augmenter le nombre de courbes guides et donc diminuer la largeur de la trajectoire.
Cette simulation nous permet de se rendre compte et de mesurer les déviations angulaires. Par exemple, la TECOIR nous a demandé de faire un pli à 45, mais en fonction des passages de coins et des zones assez complexes, en fait, on a une variation de l'angle. On ne respecte pas forcément le 45 à chaque fois. Et donc, du coup, cette simulation permet de nous dire, par exemple, l'image qu'on voit à droite, qu'on avait un écart sur une petite zone de 8 degrés. Donc après, c'est à voir si c'est acceptable. Et après, c'est aux gens qui dimensionnent et qui valident ça en calcul de prendre cette déviation en compte dans leur calcul. Donc du coup aussi, ça nous permettait aussi de voir le rayon de steering. Donc en fait, la mèche, donc le robot drape jusqu'à 8 mèches en continu, sauf que ces mèches, on ne peut pas leur faire en termes de rayon, on est assez limité. Nous, pour vous donner l'ordre de grandeur, si on nous demande de faire un rayon de l'ordre de grandeur de vraiment plus petit que 500 mm, ça devient très complexe avec de la fibre sèche. Donc voilà, donc tous ces éléments, on les rentre dans notre logiciel et on est capable de regarder les zones où on risque d'avoir des défauts éventuels. Et si on pense qu'il y a trop de défauts, on a trop un risque d'avoir un défaut, et ben on peut optimiser les trajectoires et limiter et agrandir ces rayons, par exemple. Et donc dans cette simulation, toutes les trajectoires et toutes les coupes et toutes les contours et toutes les déposes de plis ont été réalisées. Donc ça nous a permis de zoomer sur les zones un peu complexes et de valider s'il y avait des gaps ou des overlaps et de justement analyser tout ça avant de réaliser le drapage en réel. Et donc cette simulation nous a également permis d'analyser les défauts éventuels sur les passages de coin. Ce qu'il faut savoir pour ce projet, alors quand on fait une programmation sur CAD-Fiber, en fait, on drape sur une surface de maillage. Et donc, plus on ajoute de surface de maillage, plus on est précis et la simulation correspond au réel, en fait. Et donc, nous, finalement, pour gagner, mais c'est quelque chose qui est extrêmement long à faire sur une forme complexe. Donc, nous, dans ce projet El-Cocos, nous, on a choisi d'avoir qu'une seule surface de maillage, et cette surface de maillage correspondait plus ou moins à la surface médiane du composite. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place pour améliorer le drapage? Donc déjà, avec la simulation, ça nous a permis de, par exemple, voir que quand on faisait des passages de coin, qu'il était plus judiciable d'augmenter les courbes guides et donc de diminuer le nombre de mèches drapées par course. Donc, par exemple, sur certains coins, au lieu de draper au début à 4 mèches, on est passé à 2. Et donc, sur la bassine, on était entre 2 et 8 mèches au niveau du drapage. On a également, alors c'est des choses aussi qu'on a vues parce qu'on a fait une première bassine prototype, donc ce qui nous a permis de voir qu'il fallait de temps en temps diminuer la vitesse de drapage, notamment sur les passages de coin. On a également inversé des directions de drapage, parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, pour avoir une bonne qualité, il faut qu'on ait une zone de roulage avant la zone de réacheminement, donc là, de réacheminement, où la mèche va être déposée sur le substrat. Donc on a inversé certaines zones de drapage, on a aussi certaines directions de drapage, pardon. On a aussi optimisé, donc sur le CAD Fiber, il y a également le choix d'options. Donc on peut voir par exemple sur la droite un exemple. Donc là, au début, donc on avait, donc c'était un accostage un peu à la volée, et donc du coup, à la réhache, on a eu de nombreux défauts. Et après, on a fait une optimisation pour avoir un accostage en tangence, ce qui a permis de vraiment positionner proprement la mèche au départ et donc d'améliorer grandement la qualité. Et donc, si on avait voulu encore optimiser et améliorer le drapage, on aurait pu ajouter des surfaces de drapage, par exemple tous les 3-4 plis, pour optimiser au mieux encore la qualité. On peut passer à la slide suivante. Donc maintenant, je vais vous parler plus particulièrement du drapage, mais du drapage de la bassine en forme. Donc les outillages ont été réalisés par la société Corimatech. Et donc là, on peut voir l'outillage qui est composé d'un outillage mâle en lab ainsi qu'une rallonge en acier. Donc sur la gauche, on peut voir le support de drapage, donc qui est simplement un séparateur mis sous vide avec un drainage par plusieurs plis de verre. Donc ce support de drapage permet de faciliter le démoulage. Donc là, sur l'image du milieu, on peut voir un pli à 45 de la bassine.
Et donc sur la droite, donc là, c'est notre moyen de drapage. Donc là, c'est une image de notre robot, mais pour draper des plaques. Donc maintenant, on va regarder une vidéo de ce drapage. Donc là, c'est le drapage. Donc là, on peut voir en fait la bassine est composée de plis complets et de renforts. Donc ces renforts sont pour la plupart positionnés au niveau des coins. Donc là, c'est un pli à 90. Donc la complexité, c'était de vraiment respecter les contours de pli. Donc là, on peut voir la complexité du drapage, on peut voir tous les mouvements qu'il y a en simultané entre le positionneur et le robot. On peut voir vraiment l'encombrement de la tête qui est conséquente. Et du coup, la rallonge a été positionnée pour justement éloigner la tête du positionneur pour éviter toute collision. Donc là, on a une image d'un pli complet, donc à 45. Et voilà. Donc, je vous rappelle juste que là, l'image a été accélérée parce que l'ordre de grandeur, on est plus entre 10 et 100 mm par seconde pour la dépose de passage de coin. Sur les passages de coin, voilà, on est beaucoup plus lent que sur la vidéo. Là, c'est une vidéo qui a été accélérée. Donc maintenant, je vais vous parler du drapage, mais cette fois du drapage qui a été réalisé sur la machine Coriolis C Solo, donc une fibre. Et donc c'est l'autre slide. Donc voilà. Donc là, c'est des plis qui ont été ajoutés en fait à 0 degré au niveau du talon. Parce qu'en fait, au niveau du drapage, c'est des choses qu'on ne pouvait pas draper sur l'outillage mâle. Parce qu'en fait, si on avait drapé ces 0 degré en bobinage, en fait, on n'aurait pas pu former le talon. Parce que ça aurait fait une ceinture. Et du coup, c'était informable. Donc, ce sont un drapage qui a été réalisé sur la C Solo, parce qu'elle était plus précise et vu que c'était une fibre, en fait, on est arrivé à une bonne qualité sur des rayons de drapage très faibles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette slide. Maintenant, je vais rentrer plus en détail sur le formage à chaud. Donc, et la slide suivante, voilà. Donc le formage à chaud, donc les avantages, c'est de réduire les temps de drapage. Comme je vous disais avant, en fait, le drapage à plat, on est capable de draper avec 8 ou 16 mèches et d'avoir des vitesses de drapage très élevées par rapport au drapage en forme. Donc là, pour la bassine, on n'a pas eu le choix de draper une partie mâle et ensuite faire un formage, mais pour les raidisseurs, on avait dû réaliser entièrement le drapage en forme, donc ça aurait été extrêmement long. Donc pour cela, en fait, on a drapé des grandes plaques qu'on est ensuite venu découper pour ensuite former les raidisseurs. Donc on a également, alors là, je ne l'ai pas noté, mais on a une réduction des déchets, parce que pour faire ces formages à chaud, donc on utilise une bâche extensible donc en silicone qui est réutilisable, et on utilise des moyens réutilisables et on n'a pas seulement des consommables pour réaliser cette phase de formage. Donc ici, tous les outillages ont aussi été réalisés par Corimatech. Donc là, on peut voir quelques exemples d'un outillage en composite et le formage à chaud de la bassine. Donc c'est des outillages qui ont été réalisés par Corimatech. Et donc c'est une résine, l'ITEP est une fibre sèche avec du thermoplastique. Donc du coup, il a fallu monter en température cette résine pour ensuite la former et pour qu'elle se fige sur une certaine forme. Donc pour cela, on a utilisé comme moyen une étuve, donc qui était une étuve chez nous, dans nos locaux. Et donc les limitations de ce procédé, c'est que donc par exemple pour la bassine, on avait vraiment un outillage dédié, donc entièrement composite, ce qui nous a permis de gagner énormément de temps en temps de cycle. Mais par rapport au formage des raidisseurs, on avait des supports composites, mais aussi des supports métalliques, donc quelque chose qui était très lourd. Et donc du coup, on pourrait dire que le temps de cycle est assez long si l'outillage n'est pas entièrement optimisé et allégé pour réduire son temps de cycle. Donc ensuite, sur la slide suivante, je vais juste rentrer un peu plus en détail sur le formage à chaud de la bassine. Donc là, vous pouvez voir sur la gauche, en fait, qu'on retrouve donc la bassine, donc non formée. On retrouve les unidirectionnels qu'on a drapés juste avant avec la C Solo, et on retrouve un habillage de verre et de bronze mèche.
Donc tout ceci est déposé dans l'outillage en composite fait par Corimatech. Ensuite est monté en température. Et donc la difficulté de ce projet, ça a été de bien évidemment former le talon, mais tout en gardant en fait un bon compactage et une bonne qualité au niveau du rayon intérieur. Parce que les soucis qu'on a eus, c'est que en fait, lorsqu'on forme le talon, on vient à déformer finalement le reste de la bassine. Donc voilà. Donc il y a eu une petite étude là-dessus et une recherche d'amélioration de cet outillage pour garantir une bonne qualité de pièces. Et donc sur la droite, vous pouvez voir les premières images juste après le premier formage voilà, le formage de la bassine. Et donc ensuite, sur l'autre slide, je vais vous parler cette fois-ci une vue un peu plus globale du formage des raidisseurs. Donc, donc cette fois-ci, au lieu d'avoir un outillage femelle pour réaliser la bassine, là, on avait des outillages mâles qui reprennent la forme qu'on peut voir là avec le pli de verre de l'intérieur du raidisseur. Donc, pour faire cela, on a eu plusieurs outillages donc, en composite fait par Corimatech. Et nous, on a utilisé notre table de formage. Donc, de la même manière que pour le formage de la bassine, on a utilisé une membrane réutilisable en silicone extensible. Et donc, du coup, on a pu réaliser tous les formages avec différents outillages avec cette membrane extensible qui a été réutilisable. Et donc, voilà. Je pense que pour moi, c'est fini. Et je vais laisser la place à l'Institut de soudure pour la suite, pour l'infusion. Bonjour à tous, donc Jérôme Rénal. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu l'Institut de soudure. Donc je vais vous présenter le process. Donc on vous a présenté jusqu'à maintenant la fabrication et la réalisation de tous les éléments qui constituent la préforme, et ensuite il va falloir imprégner tout ça via un procédé d'infusion de façon à pouvoir réaliser la pièce à proprement parler. Donc dans ce procédé, comme ça a été rappelé en introduction, on est parti sur de l'infusion, donc LRI, Liquid Resin Infusion, qui est un procédé qu'on va classifier dans la famille du RTM, hein, où on va transférer une résine liquide dans un outillage fermé. Donc c'est du out of autoclave, et tout ce que ça comporte en termes d'optimisation des coûts sur la non-utilisation de l'autoclave. On va donc transférer une résine liquide qui va imprégner un renfort sec, sous vide en l'occurrence, puisqu'en fait dans le procédé d'infusion, on ne va pas injecter sous pression. Et la spécificité de ce qui va être présenté, c'est qu'on a, contrairement à une infusion classique où on met beaucoup de disposables, de consommables, on va utiliser une membrane silicone réutilisable. Voilà, c'est une des grandes différences qu'on va avoir par rapport à une infusion classique dans ce procédé, une membrane silicone intelligente. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui vous sera présenté tout à l'heure par Corimatech. Donc voilà, globalement, le principe d'infusion, il est présenté à l'écran. Sur le slide suivant, on va pouvoir vous présenter un petit peu les avantages et les inconvénients de cette technologie. Donc voilà, donc c'est une technologie, donc l'infusion, où on a des coûts d'investissement qui sont limités. Pourquoi? Parce que ça nécessite pas d'avoir un outillage, un gros investissement outillage, un outillage rigide, massif, qui va avoir vocation à passer sous presse ou résister à une pression d'injection considérable, on va dire. Donc voilà, ça constitue forcément une voie d'optimisation au niveau des coûts. Le deuxième avantage, c'est que l'infusion va nous permettre, moyennant bien sûr le choix du renfort adapté et optimisé, donc là on parle d'iTape de chez Excel, d'obtenir une pièce avec des très hauts taux de fibre, hein, avec un taux volumique de fibre très important, en général entre minimum 50, on peut monter jusqu'à 60, mais 55-60% volume, hein. Donc des pièces qui vont être très résistantes structurellement, du fait du haut taux de fibre, ce qui est quand même un point très important lorsqu'on parle de pièces aéronautiques. Un point important aussi, c'est que l'infusion est bien adaptée pour les pièces de grande dimension. Donc, quand on dit de grande dimension, c'est on pense à des pales d'éoliennes, on pense à des pièces très élancées. Donc ça, du fait de l'optimisation au niveau des outillages, le non-besoin de presse et d'autoclave. Néanmoins, c'est aussi très adapté pour des pièces de taille réduite, haute performance, comme c'est le cas de la porte.
Et puis des pièces complexes parce qu'on va savoir gérer avec une membrane intelligente ou même avec un film dans le cas de l'infusion basique, des rayons un petit peu compliqués, ce qui est plus compliqué à gérer, même que les contre-dépouilles, lorsqu'on est en moule rigide. Voilà. Donc les limitations, parce qu'il y a toujours des limites, en tous les cas des points d'optimisation dans le choix process. Donc c'est que c'est un procédé qu'on va caractériser de lent quand même, qui nécessite le plus souvent un peu de manuel, c'est-à-dire de mise en œuvre manuelle. C'est difficile de complètement automatiser l'infusion, donc ça on fait un process qui a une cadence un petit peu réduite au niveau de la production. Le deuxième point, comme vous l'avez bien compris, on est sur un moule qui est non rigide, en tous les cas pour la contreforme, hein. Donc la gestion des épaisseurs est toujours un petit peu complexe. C'est pour ça qu'on évite d'utiliser des renforts avec fort embuvage, et le fait d'utiliser des UD, c'est-à-dire des renforts plats type high tape, va nous permettre de mieux maîtriser les taux volumiques et donc l'épaisseur de la pièce finale. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, l'utilisation de beaucoup de médias, de films non réutilisables, si on a des films conventionnels en infusion, ça en fait une génération de déchets qui est assez importante en infusion. Donc c'est un désavantage. Le taux de production, on l'a déjà dit, et puis la répétabilité. Donc la répétabilité est aussi quelque chose qui peut être discutable en infusion. Néanmoins, le fait d'utiliser des membranes silicone en forme à façon intelligente va nous permettre d'optimiser cette reproductibilité. Voilà. On va pouvoir passer sur le slide suivant. Voilà, donc en fait, quelle a été l'implication de l'Institut de soudure dans ce projet? Mise en place et mise à contribution de notre force en termes d'engineering, de nos ingénieurs process, de l'inspection, puisqu'on s'est chargé du CND, et on a mis autour de tout ça les équipements qui vont bien et que je mentionnerai au cours des différents slides qui nous ont permis de réaliser l'activité dans de bonnes conditions. Voilà. Sur le slide suivant, j'en permets juste de faire une petite introduction générale. Pourquoi l'Institut de soudure est impliqué dans ce projet? Donc l'Institut de soudure en fait possède une expérience de plus de 20 ans sur les procédés de mise en œuvre en moule fermé, donc le RTM, l'infusion, que ce soit de toute la partie engineering process, design for process, la réalisation des prototypes, la caractérisation au travers des CND. Donc ça, c'est notre métier depuis longtemps. C'est pour ça qu'on est impliqué dans ce projet. L'Institut de soudure a en fait racheté l'entité PPE qui était bien connue pour sa position de sachant sur les procédés moules fermés, RTM et infusion. Voilà, au-delà de ça, on s'est diversifié sur d'autres sujets, donc vous entendrez aussi parler de nous sur le soudage des composites à matrice thermoplastique pour les futures générations d'aéronefs. Voilà, donc c'était pour recadrer un petit peu et pour justifier l'implication de l'Institut de soudure dans ce projet. Voilà, sur le slide suivant, je vais vous présenter un petit peu le déroulement et les différentes séquences qui se sont enchaînées pour mener à bien cette partie engineering, rationalisation, optimisation du process d'infusion dans le cadre d'Elcocos. Donc, on a débuté par une phase de caractérisation, donc caractérisation et des mesures de perméabilité. Donc, les mesures de perméabilité, il faut savoir que c'est le core business, un des très gros savoir-faire de l'Institut de soudure, et de PPE avant, hein, donc c'est plus de 20 ans d'expérience et de connaissances dans ces mesures de perméabilité. Donc je vais vous expliquer comment on les mesure avec notre outil spécifique. En tous les cas, la mesure de perméabilité va nous permettre de comprendre et de connaître, on va dire, la réaction du renfort, les contre-pressions locales qui vont s'exercer lorsqu'on va imprégner le renfort sec par une résine liquide. Voilà. Et ça va nous permettre de fait d'optimiser via la simulation des process qu'on réalise avec le logiciel de SI PAM Composite pour pouvoir in fine définir et implémenter la stratégie optimisée d'infusion dans l'outillage. Voilà. Donc, au-delà de cette partie perméabilité, on a fait des essais de compression, la compressibilité aussi importante, de façon à être capable de gérer les épaisseurs finales, de gérer les taux volumiques finaux dans l'outillage lorsqu'on va mettre le renfort sous pression. Voilà.
Donc tout ça, on l'a fait sur coupons, enfin, sur petits échantillons. Ensuite, on est parti sur une phase de simulation. Donc simulation pour faire de la corrélation, simulation de plaques, simulation des raidisseurs en Z, et puis simulation de la porte complète. À partir de ces simulations, on a défini une stratégie qui nous a permis d'infuser, enfin de réaliser, on va dire, des coupons de plaques, de Z et de portes. Et ensuite, on a fait un bouclage pour vérifier qu'on avait une bonne corrélation, surtout entre les éléments plaques et Z, avant de lancer l'outillage et de réaliser la porte en elle-même. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour la cinématique globale des différentes actions que l'on a réalisées. Donc on va passer par le premier point, donc qui est la mesure de perméabilité. Donc comme vous pouvez le voir sur le slide suivant, on a utilisé un outil EasyPerm. Donc c'est un outil que nous avons développé, c'est un outil propre qu'on utilise pour réaliser des mesures de perméabilité, qu'on commercialise aussi cet outil. Donc c'est en fait un outil, un banc de mesure de perméabilité dédié qui va permettre de déterminer la perméabilité 3D, donc dans le plan et en transverse, de façon à caractériser au mieux le renfort et surtout la réaction du renfort, en tous les cas son comportement, lorsqu'il va être imprégné avec une résine liquide. Donc dans un premier temps, sur la gauche, vous pouvez voir la configuration de mesure dans le plan. Donc en fait, nous, on se base sur une évolution en pression. Donc tout est basé sur la loi de Darcy. Donc contrairement à certaines autres technologies ou techniques de mesure de perméabilité, nous on est basé sur non pas du visuel mais des paramètres physiques, donc mesure de la pression, évolution de pression dans le temps, et on va injecter une huile calibrée une huile calibrée dans la cavité avec tous les paramètres étant connus, le TVF, l'épaisseur, et on va mesurer les évolutions de pression. Ça va nous permettre dans un premier temps de mesurer KX, KY, donc les perméabilités dans le plan. Et ensuite, dans une deuxième phase, on va passer sur la mesure de perméabilité en transverse. C'est ce que vous pouvez voir sur les deux illustrations à droite, où là, on va travailler sur des disques et on va imprégner avec un flux complètement transverse par rapport au plan de l'échantillon. Et on va, par mesure des delta P, évaluer cette mesure de perméabilité qu'on appellera 3D, qui est très importante, surtout dans le cas de l'infusion, parce que l'infusion, contrairement à de l'injection RTM où on va injecter dans le plan, on va faire une injection directe qui va suivre le flux. Donc dans le cas précis des UD, il va suivre les fibres. Dans l'infusion, on va avoir on va aussi avoir un effet important de la perméabilité transverse parce qu'on va avoir une injection 3D avec un front qui va prendre en compte la perméabilité dans le plan et la perméabilité en transverse. Donc c'est pour ça que cette mesure de perméabilité 3D est très importante. Je vais ensuite passer au slide suivant, dans lequel vous pouvez voir notre étape de modélisation. Donc on a fait une première étape de simulation, comme je vous disais préalablement. Donc on va rentrer les paramètres d'une plaque avec les taux volumiques de fibres, les épaisseurs et surtout les mesures de perméabilité que l'on aura mesurées, et on va réaliser une injection de plaque, donc 600-600, dans un moule de dimension connue, de façon à pouvoir faire un cross-check, une évaluation croisée entre la réalisation des plaques que l'on a fait et qu'on vous présentera tout à l'heure et la modélisation. Donc c'est très important. Ça nous permet sur des éléments, des composants uniques et élémentaires de caler la modélisation et surtout de valider que toutes les mesures de perméabilité ont été bonnes dans un cas simple avant de se transposer sur un cas compliqué. Voilà. Donc ça, c'était pour la modélisation de plaques. Sur le slide suivant, vous pourrez voir le même exercice que nous avons réalisé sur le slide suivant, s'il vous plaît. On pourra voir la modélisation des Z. Voilà. Donc là, on passe à une géométrie un peu plus compliquée, dans lequel, toujours pareil, on va modéliser, on va faire un maillage précis des différents plis. On va intégrer, alors là, il n'y a qu'une zone. Hein, donc une zone, c'est-à-dire une configuration épaisseur, une configuration TVF. Mais on va réaliser cette modélisation parce que ce qui est important, c'est de vérifier qu'on est bien calé dans le modèle sur les passages de rayon, sur les reprises de front, les réétablissements de front après le passage du rayon. Donc voilà, tout ça c'est important, encore une fois, sur un composant isolé avant de mettre tout ça en forme dans le modèle complexe et complet de la porte.
Voilà, donc juste sur le slide suivant, vous allez voir la modélisation de la porte. Pardon, excusez-moi. La réalisation, le cross-check de réalisation de plaques et de Z. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a réalisé des modélisations. Ensuite, on a réalisé des infusions en réel, avec la résine réelle. Donc les bons paramètres de visco, les bons paramètres de vide qui permettent de caler les bonnes épaisseurs résiduelles, et on s'est recalé par rapport à la modélisation. Donc le plus important, c'est aussi de réaliser ces pièces pour évaluer dans un premier temps la qualité et le fit avec la modélisation. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui est illustré là sur les plaques et sur les aides, qui sont les éléments qui composeront en majorité la porte. Voilà. Peut-être passer sur le slide suivant, dans lequel on va présenter la modélisation de la porte. Alors la porte, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Donc là, vous voyez, déjà dans un premier temps, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que du fait de la symétrie, donc à chaque fois qu'on a une pièce qui est symétrique, dans le but d'optimiser les temps de calcul, d'optimiser la mise en équation entre guillemets du système, c'est-à-dire l'émaillage, la définition de zone, on va travailler sur le plus petit élément en termes de symétrie. Donc là, on a décidé de travailler sur une demi-porte. Et puis à chaque fois que vous voyez une couleur différente sur le modèle, l'orange, le bleu, le vert, tout ceci correspond à une zone différente. C'est-à-dire qu'il y a un travail dans lequel on va prendre le modèle CATIA ou le modèle 3D en tous les cas, on va couper des morceaux du modèle et on va y affecter, on va y conférer des propriétés particulières en termes d'épaisseur, de taux volumique de fibre, de perméabilité. Donc les 3 vecteurs de perméabilité sont pris en compte dans les modèles, dans le plan et en transverse. Et on va ensuite intégrer tout ça dans un modèle global qui sera passé en modélisation. Donc, voilà. Donc ça donne ce genre de travail. C'est un travail qui est assez fastidieux et surtout qui nécessite du savoir-faire de façon à pouvoir conduire à un résultat qui sera exploitable et en lequel on aura confiance. Parce que le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on va quand même faire une modélisation pour sécuriser les process, pour avoir confiance et pour optimiser le nombre d'essais que l'on va réaliser en grandeur réelle dans le but de conduire, de minimiser les essais-erreurs et les fausses pièces et donc réduire aussi les temps de développement. L'outil numérique est très important à ce niveau-là. Donc sur le slide suivant, ce que je vais vous présenter, ce sont les configurations de simulation. Donc en fait, quand on approche un problème d'infusion de RTM par la modélisation, on va envisager différentes stratégies que l'on va modéliser et on va dans tous les cas choisir la stratégie qui est la plus optimisée en termes de temps d'injection, en termes de pression résiduelle lorsqu'on est dans du RTM. Mais lorsqu'on est dans de l'infusion, le point important, ça va être les distances, optimiser les distances d'injectabilité, c'est-à-dire la distance entre le point d'injection, le point des vents, optimiser les fermetures de front, les configurations d'injection qui vont minimiser les risques lors de la fermeture de front. Donc tout ce qu'on va appeler les air entrapment, enfin tous comment on va dire, les zones de piégeage d'air, on va optimiser et c'est pour ça c'est ça qui va guider le choix de la stratégie finale. Voilà. Donc on va peut-être pouvoir lancer la première vidéo qui est sur la gauche de l'écran. Donc cette vidéo, on est sur une configuration d'injection. Peut-être que vous pouvez la relancer parce qu'on a eu un blanc. On est sur une configuration d'injection périphérique. Donc injection périphérique, voilà, avec tirage au centre. Et donc là, on voit qu'on a un bon remplissage. Donc là, ça va assez vite, hein, c'est d'accélérer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en post-traitement, on est capable de remonter aux vitesses de front. On est capable d'aller voir les taux de remplissage locaux des cellules pour évaluer les risques qu'il y a autour d'une stratégie. La deuxième configuration qu'on a évaluée en termes de modélisation, c'est une injection centrale avec tirage périphérique, donc qui se rapproche plus d'un RTM Lite. Donc là, en l'occurrence, on avait différentes lignes d'injection. Il y en a 4 qui sont illustrées sur le schéma, mais bon, on a donc une injection centrale et un vide périphérique. C'est ça qui est important. Donc, qu'est-ce qui va différencier les deux stratégies? C'est essentiellement les distances, comme je vous le disais, entre le point d'injection et le point de tirage de vide, ou les gates, en fait, les lignes d'injection, les lignes de tirage de vide. Les distances qu'il faut prendre en compte aussi entre une zone singulière et une zone complexe. J'entends par là
la distance entre le point d'injection et une zone où on va avoir un taux volumique différent, plus élevé. Donc ça, il faut le minimiser en général. Et c'est tous ces paramètres-là qui vont nous permettre de choisir le choix de la stratégie finale que l'on aura retenue. Voilà. Donc, suite à cette modélisation, parce que la modélisation, au-delà de sécuriser, de nous rassurer sur la stratégie qu'on va mettre en place, elle va nous permettre aussi de définir la stratégie et surtout comment on va implémenter cette stratégie dans l'outillage. Donc, on va transmettre à l'entité qui est responsable de gérer l'outillage et de fabriquer l'outillage les différents éléments par rapport au positionnement des points d'injection, positionnement des points des vents, souvent les positionnements et les formes aussi des lignes des vents, lignes d'injection lorsqu'on est sur des lumières un peu compliquées. Tout ça, ça fait partie du travail de modélisation. Donc, je vais passer la parole à Olivier Bias de Corimatech qui va vous présenter un petit peu l'outillage qui est issu des travaux de modélisation. Voilà. Bonjour, Olivier Bias, Corimatech. Donc, dans le projet El Cocos, Corimatech a eu la charge de fabrication, la conception et la fabrication de tous les outillages nécessaires pour le formage, comme stipulé par Cyril de Compositadour, et comme vous voyez ici, pour l'outillage d'infusion. Donc, l'outillage d'infusion, sur l'image de gauche, vous pouvez voir un outillage donc en composite carbone autochauffant multizone. À partir de là, nous avons les vessies pression silicone chauffante monozone. Par-dessus, vous pourrez voir une membrane chauffante multizone également. Et en bas de l'écran, vous pouvez voir tout l'ensemble monté. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, vous avez une simulation sur la gauche. Donc, vous pouvez voir donc les différents éléments qui vont être montés. Donc, des cold plates composites qui vont permettre de localiser et maintenir pendant l'infusion les raidisseurs, des vessies chauffantes qui vont permettre d'obtenir une bonne homogénéité de température et un outillage carbone chauffant. Le tout a été piloté par un régulateur, 14 zones, et le challenge sur ce projet a été d'obtenir une bonne étanchéité et une très très bonne homogénéité de température, qui va permettre le bon process d'infusion et sortir une pièce conforme aux exigences du projet. Je relaisse la main à Jérôme. Allô? Oui, merci. Merci Olivier. Alors, donc voilà, donc tout l'outillage qui a été mis en œuvre par Corimatech, donc comme ça a été présenté par Olivier, voilà, les gros challenges, c'est en effet l'homogénéité en température, le vide, qui sont des paramètres fondamentaux. Donc le vide est un paramètre fondamental parce qu'on est sur des résines aéronautiques, donc RTM6 a été précité, qui nécessite une injection sous vide. Pour la bonne santé matière, et puis l'injection se fait sous vide de façon à minimiser le taux de porosité résiduelle. Donc ça, c'est un gros challenge de la partie outillage, et puis en effet la partie homogénéité en température pour assurer la cuisson homogène de la résine RTM6 dans l'outillage in fine. Donc, ce que je vais vous présenter très rapidement ensuite, c'est forcément sur les slides suivants la partie drapage, donc mise en place des différents éléments. Donc, une séquence de drapage classique avec mise en place des différents éléments qui ont été préalablement formés à chaud par Compositadour, donc la bassine, les éléments de renfort locaux, comme vous le pouvez voir sur la séquence, les beams, et puis les noodles, les beams, et puis une fermeture in fine d'outillage, par la membrane, dans laquelle on a forcément tous les points techniques
d'injection des vents, et puis tout ce qui est chauffage pour la régulation thermique. Voilà. Donc ça, c'était rapidement pour vous faire voir un petit peu la mise en place. Et sur le slide suivant, il y a une illustration de la porte telle qu'elle est sortie d'outillage sur la gauche, donc dans sa géométrie démoulée, qui nécessite un détourage comme ça a été présenté préalablement par Philippe Gail. Donc on a cette porte qui sort avec, comme vous le voyez, l'aspect carbone intérieur, l'aspect bronze mesh sur la face aéro, on va dire, la face extérieure. Cette pièce donc a été réalisée, a été contrôlée. Donc on a fait du dimensionnel, on a fait une micro pour évaluer la santé matière et l'absence de porosité excessive dans un premier temps pour se rassurer sur les bords, sur les zones détourées. Et puis on a fait un CND, un CND dans lequel on a fait un ultrason PA, donc phase de Ray. Donc c'est en fait une technologie ultrasonore. On va utiliser une barrette multi-éléments qui va nous permettre de faire une cartographie de la pièce, c'est ce que vous voyez en bas à droite, et qui va nous permettre d'évaluer la santé matière, donc avec des critères classiques de l'aéronautique, les atténuations moins 6 dB. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui a été réalisé pour s'assurer que, in fine, les pièces qui sont sorties ne présentaient pas de défauts excessifs et en tous les cas répondraient aux exigences de l'aéro et surtout du projet. Voilà. On est fini pour cette partie process et réalisation des prototypes. Je vais donc passer la parole à la TechOR pour la suite des travaux. Merci Jérôme. Donc maintenant je vais vous parler de la partie dimensionnement de la structure de porte et des essais. Donc en commençant par le dimensionnement. Donc les requis calculs considérés pour le dimensionnement de la porte sont la tenue mécanique de la structure, soumise donc à un différentiel de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion, en considérant aussi la possibilité donc d'avoir une butée rompue qui est le cap fail-safe. Donc on a aussi fait un dimensionnement en fatigue, en tenant compte donc des exigences fatigue sur le projet, donc avec une durée de vie de 60 000 cycles, donc pour le C295, et un threshold à 30 000 cycles. Donc la porte, bien entendu, a été dimensionnée avec la présence de BVID pour tenir compte donc de la politique sur les impacts, et dimensionnée aussi en tenant compte de tous les critères aérodynamiques avec les step and gap et le critère de waveness, qui sont des critères spécifiques aux portes et souvent dimensionnants sur nos structures de portes. Donc page suivante, s'il vous plaît. Alors les analyses calculs ont été réalisées en exploitant donc les résultats d'un modèle élément fini détaillé de la porte. Donc résultats issus de simulations linéaires, mais également non linéaires, et on a aussi réalisé des analyses de flambage en sol 105 Nastran. Et le dimensionnement donc a été réalisé. Le dimensionnement a été réalisé en considérant donc les admissibles des matériaux sélectionnés et en appliquant les méthodes classiques de calcul composite, donc calcul sur les trous, calcul de dépliage, du failure indice, etc. Page suivante. Alors là on passe à la partie essai. Donc en ce qui concerne les essais, Jean-Michel vous a présenté la pyramide des essais technologiques.
Donc, pour la tenue structurale de la porte, on a le pendant de la pyramide technologique qui est la pyramide des essais mécaniques. Donc, la vérification des exigences sur la tenue mécanique de la porte est donc l'objet de cette pyramide d'essais mécaniques, donc qui a été définie au début du projet. Donc, dans le bas de la pyramide, on retrouve tous les essais qui ont été réalisés sur des coupons et qui nous ont permis donc de vérifier les propriétés matériaux et les design values considérés pour le dimensionnement de la porte. Donc, sachant que les coupons ont été prélevés donc dans des plaques fabriquées dans des conditions identiques à la fabrication de la porte, donc identiques en termes de procédés et identiques aussi en termes de moyens, puisque pour fabriquer ces plaques, on a utilisé les mêmes moyens de fabrication que les moyens utilisés pour la porte. Donc au niveau intermédiaire de la pyramide d'essais mécaniques, on a réalisé des essais sur des éléments représentatifs de la porte. Donc on a en particulier à ce niveau intermédiaire des essais de flexion 4 points sur des poutres. Et puis l'essai final, donc tout en haut de la pyramide, l'essai final en pression donc à température ambiante, donc sur une porte donc installée sur un barrel représentatif de la pointe avant du C295. Donc la porte est montée sur le barrel, donc avec des BVD donc qu'on a réalisé dans les zones critiques. Et la porte est également instrumentée avec des jauges de déformation et des capteurs de déplacement afin de pouvoir comparer les mesures aux prédictions du calcul. Donc à noter que seuls les cas pression statiques ont été passés lors de cet essai. Et donc on est monté jusqu'au cas de charge extrême, le cas de DAP. Et à noter également que la condition environnementale de vieillissement humide à 70 degrés a été prise en compte en appliquant donc un coefficient de 10% sur les chargements. Donc les résultats attendus et atteints lors du test donc sont l'absence de déformation à charge limite, donc l'absence de rupture aux charges extrêmes et l'absence donc d'évolution des délaminages dans les zones de BVID après les inspections de CND qui ont été réalisées après les essais. Donc les comparaisons des mesures a montré de bonnes corrélations avec les prédictions, que ça soit sur les déplacements et sur les déformations. Donc la conclusion, c'est que l'ensemble de ces résultats valide le dimensionnement de la porte et la robustesse du design pour le cas de pression statique. Donc là, Jean-Michel, je te laisse la parole. Pour les dernières planches. Voilà. Bon, les principaux résultats qui ont été obtenus dans les COCOS. Bon, tout d'abord, une définition du démonstrateur qui a été validée et approuvée par le topic manager, donc par Airbus Defence and Space. Dimensionnement qui a été effectué et qui a été approuvé, enfin au moins on va dire corrélé par l'essai sur la cellule d'essai à échelle 1 chez Airbus aussi, donc qui a donné des résultats en accord avec ce qui avait été calculé. Toute la mise en place des procédés, que ce soit la dépose automatique, que ce soit le formage à chaud, que ce soit l'infusion, tout ça a montré que voilà que ça permettait d'avoir le produit qui était ciblé. Les outillages qui ont été designés et fabriqués aussi en accord avec les objectifs qui étaient ciblés et qui ont montré
leur bon fonctionnement. Un démonstrateur de porte qui a été fabriqué et contrôlé, donc qui a pu être ensuite testé avec succès dans un barrel échelle 1. Et enfin, nous avons aussi fait une étude technico-économique dont on parlera dans la planche suivante. Donc voilà, tous ces résultats ont été obtenus avec succès. Ils faisaient partie des objectifs du projet. Si on peut revenir juste 2 secondes sur la planche précédente, avec quand même quelques petits points qui manquent et qui mériteraient d'être réalisés dans des actions futures. Donc Philippe a parlé de la pyramide d'essai. Il nous manque juste peut-être quelques petits éléments, quelques petits essais sur des sous-composants qu'il faudrait rajouter pour conforter un peu cette pyramide. Améliorer un petit peu le procédé. Il nous reste quelques petits défauts locaux qui mériteraient qu'on y passe un peu de temps pour les enlever. Ça peut être du cosmétique ou des petits amas de résine qui pourraient être résolus assez simplement en retouchant un petit peu les outillages ou les séquences d'infusion. Et aussi démontrer la répétabilité sur peut-être un peu plus de démonstrateurs. On l'a fait sur quelques-uns, mais bon, si on veut passer sur un produit série, il faut que ce soit un peu plus robuste de ce côté-là. Et surtout, un dernier point qui pourrait être intéressant de travailler, c'est de travailler sur la durabilité des outillages. La résine est un peu corrosive par rapport aux membranes de silicone, donc peut-être quelque chose à faire dessus pour gagner en durabilité justement sur ces membranes de silicone et voilà, avoir pour objectif de réduire encore les coûts de production et réduire aussi les déchets par la même occasion. On peut passer sur la planche suivante. Voilà, bon, pour faire un peu la correspondance avec les chiffres qui avaient été annoncés un peu plus tôt dans la présentation. L'analyse technico-économique nous a permis de montrer que par rapport à la structure métallique, à la structure one-shot composite, permet d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé sur le gain de masse, à savoir les 20%. On est à peu près à 20%. Un petit peu en dessous de l'objectif sur les coûts récurrents qui sont affichés à 15% au lieu des 20% ciblés, mais c'est quand même un chiffre qui est honorable et qui est très intéressant. Et un petit peu moins de gains sur la comparaison avec le coût d'un procédé basé sur du RTM, qui s'affiche à 25% plutôt qu'à 40%, sachant qu'on a encore des voies d'optimisation sur tout ce qui est outillage pour espérer gagner quelques pourcentages. Voilà, donc les points positifs, les gains au niveau de masse et au niveau du coût. On n'a plus de fixation sur la structure, sur la structure principale. On a encore quelques-unes pour attacher encore les pièces métalliques, bien évidemment. Mais pour tout ce qui est structure composite, il n'y a plus une seule fixation. Donc voilà, un gros impact sur la masse, sur l'aérodynamique aussi, et sur les temps d'assemblage surtout. Certes, un peu compensé par les temps de mise en positionnement de la préforme avant l'infusion, mais on a quand même du gain de ce côté-là. On gagne beaucoup aussi dû à l'automatisation sur l'assemblage. On évite pas mal d'erreurs humaines. Pas mal de gains au niveau énergétique aussi sur l'outillage auto-chauffant. Et aussi du gain en termes d'empreinte environnementale avec les membranes réutilisables, que ce soit pour le formage, que ce soit pour la cuisson. Et beaucoup moins de déchets de matériaux composites bruts, on va dire, aussi en optimisant bien la dépose de fibres au juste besoin. Les points négatifs, bon, il y a toujours des étapes manuelles sur la fabrication. Bon, certaines qui seront difficilement remplaçables par l'automatisation, d'autres qui pourraient l'être. Hein. Bon, sachant que nous étions sur un projet de recherche, il y a des choses qui n'ont pas été faites ou qui n'ont pas pu être faites. La qualité globale et la reproductibilité qui doit être améliorée pour espérer un passage en production série. Et donc, comme déjà dit précédemment, la durabilité de l'outillage et à améliorer, voilà, pour gagner encore plus sur les coûts de fabrication. Et pour la dernière planche en conclusion. Voilà, donc que nous a permis le projet Elcocos, déjà de démontrer le bénéfice d'une structure one-shot infusée avec un concept d'outillage auto-chauffant pour les productions des futures portes.
en sachant qu'on était un peu ciblé pour donner des informations sur ce procédé par rapport à ce qui se fait actuellement sur des infusions de voilure, par exemple, ou d'autres pièces de plus grande dimension. Alors, on était vraiment pour la démonstration du procédé d'infusion sur de la pièce de petite dimension, mais de haute complexité. Voilà. Bon, ça nous a permis aussi de montrer que voilà, il y avait du potentiel pour aller vers de l'éco-design et de l'économie d'énergie sur tout ce qui était production de pièces aéronautiques. Ça a consolidé le partenariat de tous les membres du consortium Elecocos avec un acteur aéronautique avec lequel on n'a pas forcément l'habitude de travailler, donc avec Airbus Defence and Space. On est très impliqué sur les procès civils, c'est toujours intéressant d'aller travailler sur des projets un peu orientés militaires. Donc un point qui est très notable, c'est que voilà, le démonstrateur de la porte a été développé et testé dans une durée, enfin dans un intervalle de temps d'environ 18 mois. A été un peu impacté par l'arrivée du Covid en cours de route. Et, bon, les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour tenir les délais et ont magnifiquement réussi à tenir les objectifs du projet. Et quand même un point très important, c'est que ça a permis de montrer les compétences du consortium Elcocos, les compétences de chacun dans ses cœurs de métier. Voilà, que ce soit la TECOR, Compositadour, Corimatech, Institut de soudure. Je pense que chacun a pu afficher et démontrer son savoir-faire et les résultats montrent que le consortium était au niveau pour répondre aux objectifs du projet. Voilà pour cette présentation. Merci à tous. Eh bien, merci à vous tous pour cette belle présentation. Alors, il nous reste 7 minutes, donc j'ai quelques questions et je vous demanderai d'être assez concis. Vous pouvez rallumer vos micros et peut-être les caméras pour les intervenants. Alors, j'ai une première question sur... alors, elle est peut-être adressée à Jérôme. Je vais essayer de voir si... pour le formage du talon, le vide est-il tiré à l'ambiance, à chaud ou progressivement pendant la rampe de montée? Sachant que s'il y a des questions qui sont un peu trop intrusives, vous avez le droit, par rapport à la confidentialité, de ne pas y répondre. Hein. Je rappelle que c'est un projet européen. Je pense qu'on peut peut-être quand même rentrer un peu plus en détail sur le procédé. Moi, je pense pas que ça pose plus de problèmes que ça. Du coup, le formage, il a été réalisé, enfin, le tirage de vide a été réalisé à chaud. Voilà. Après un certain temps de palier, on a tiré le vide à chaud pour faire le formage. Et ce vide a été relâché à une certaine température. Okay. Je sais pas si... après, je pense que ça suffit pour... Ok. Autre question, les valeurs des... les valeurs des perméabilités recalées par les différentes simulations des plaques et Z-shapes fabriquées sont-elles proches de celles déterminées par le bonne mesure? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré ce qu'on a recalé. On s'est recalé sur les temps d'injection. Et donc on s'affitait bien, donc ça veut dire qu'on a une bonne évaluation de la mesure de perméabilité avec le banc. La réponse, je pense que c'est ça par rapport à la question. Ok. Alors une question sur contrôle CND, on va dire. Avez-vous pu obtenir une cartographie des rayons sur le pourtour et les jonctions des résisteurs? Alors on a fait du TPA, donc il y a une cartographie qui a été faite forcément sur les faces planes. Au niveau des rayons, il faut un sabot spécifique en fonction du rayon. Donc on avait une cartographie au mieux dans les rayons, mais je pense qu'on avait des bonnes informations CND sans forcément avoir une cartographie hyper précise parce qu'on n'avait peut-être pas forcément dans certains rayons le sabot avec la bonne contreforme, on va dire. Mais on a pu cartographier l'intégralité de la porte. Et, ensuite, j'ai une question sur, allez, 2 fois même. Est-ce que vous
pouvez préciser la cadence de production visée pour cette pièce? Ça s'adresse à Sequoia peut-être, hein. Alors moi, j'ai pas la valeur en tête, sachant que l'objectif n'était pas forcément de remplacer la porte du casa métallique par une porte composite, surtout à ce niveau de maturité. Ouais, enfin, ce qu'on peut dire, c'est que avec les procédés utilisés, on n'est pas sur de la forte cadence. Peut-être pour Olivier, quelle est la durée de vie d'une membrane silicone d'infusion? Alors, bonne question. C'est une question qu'on pose tout le temps. Vu que il n'y a pas à ma connaissance, enfin, nous n'avons pas réalisé de membrane pour de l'infusion pour de la série. Tout ce que je peux dire, c'est que on part sur entre 100 et 150 pièces pour l'utilisation d'une membrane avant remplacement. Et autre question, quel est l'impact en pourcentage des moyens de production composite sur le prix de la pièce avec une cadence de la 300 à 350? Je ne sais pas si... Oui. Une question très précise, ça. Ouais. Bon, ok. Donc, on la met de côté. Ouais. Autre question. Quel est le niveau de maturité estimé aujourd'hui sur ce projet et quelles sont les activités restantes pour viser une exploitation commerciale de structures monobloc infusées? Donc là, enfin, Jean-Michel nous a indiqué ce qu'il nous restait à faire là sur le projet. Donc aujourd'hui, on se situe entre une maturité TRL 4 et 5. Donc plus près de TRL 5 parce qu'au niveau des essais, on a quand même réalisé un essai de la porte sur un barrel, donc essai en pression, qui nous a permis donc de vérifier les exigences de tenue mécanique sur la porte. Après, côté procès, on a réalisé en tout sur le projet 5 prototypes. Et sur le dernier prototype, il reste encore quelques défauts de fabrication à corriger en jouant donc sur les paramètres des process. Et c'est donc côté process, on est, je pense qu'on est en TRL4, niveau de TRL4, mais il faudrait donc améliorer les procédés pour faire disparaître ces défauts pour obtenir donc un niveau de maturité supérieur. Ok. Ben, merci. J'ai pas d'autres questions qui arrivent et puis on arrive au terme, donc vous avez super bien tenu le timing. Merci messieurs, merci à Jennifer qui était là pour nous aider sur la partie technique et passage des slides. Donc le webinaire, vous aurez les présentations, comme je disais, la présentation qui sera disponible dans la communauté SMP sur la plateforme collaborative Connect du pôle. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter pour que on renverra les questions aux intervenants. Je vous remercie à tous les 5 pour la présentation. Et puis, passez une bonne journée, à bientôt et de bonnes fêtes à tous. On ne se revoit pas. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.